Bienvenue sur le podcast Élévation, je suis Lolita Belli, coach en mindset. Je te guide vers une vie plus alignée et plus heureuse en t'aidant à élever ta conscience et à développer un état d'esprit plus positif. J'espère que tu trouveras sur ce podcast des réponses à tes questions, des conseils pertinents et n'oublie pas que la clé de la réussite, c'est l'action. Si tu aimes cette émission, n'hésite pas à la soutenir en la notant de 5 étoiles sur iTunes pour augmenter la visibilité et à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Je te remercie d'avance pour ton écoute et te retrouve tout de suite pour le thème du jour. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce dernier épisode du podcast où j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Geoffrey Brochet qui est fondateur de l'Académie Ma Puissance Mentale. Et je suis très heureuse de le recevoir puisque vous allez le voir, il a un parcours très atypique et puis un mental, un très bon mindset vu que sur le podcast on parle mindset, développement personnel, c'est parfait. Donc Geoffrey, bonjour et je vais te laisser te présenter si tu le veux bien pour tous ceux qui ne te connaissent pas en quelques mots. Hello Lolita, écoute, déjà merci pour ton invitation, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je partage comme ça un moment, notamment sur le mindset. C'est un vaste sujet, un vaste débat. Il n'y a pas forcément de débat, mais c'est surtout que il y a beaucoup de choses à dire finalement. Alors, qui je suis? Geoffrey Brochet, 41 ans depuis quelques jours. Joyeux anniversaire en retard. Je te remercie. Je suis marié, père de 2 enfants. Et comme tu le disais, je suis le fondateur donc, de l'Académie de Puissance Mentale où on y forme principalement des coachs mentaux. Mais avant ça, j'ai été pendant 15 ans fonctionnaire de police où j'ai été pendant plus de 10 ans, à peu près 10 ans, un peu moins de 10 ans d'ailleurs, en unité opérationnelle. Et j'ai terminé ma carrière en tant que formateur spécialisé dans la police où j'étais spécialisé notamment en préparation mentale. Et j'ai eu la possibilité aussi d'être le premier instructeur en préparation mentale au sein de la police nationale française. Donc, c'était quelque chose qui m'a permis vraiment de tester beaucoup de choses, que ce soit avec les policiers de terrain, les cadres, donc beaucoup dans le management aussi, des gens dans des services opérationnels, vraiment dans toutes les sphères de la police nationale. Et en parallèle de ça, j'ai pu tout tester, toutes les techniques, toutes les stratégies, les outils de la méthode que j'ai mise au point à Puissance Mentale auprès de différents publics, que ce soit des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des sportifs de haut niveau, des salariés, des employés, bref, pas mal de monde, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a pas mal de feedback et ce qui nous permet de proposer des outils qui soient vraiment adaptés à beaucoup de problématiques. Tout à fait. C'est un sacré parcours. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent et pour qui c'est un peu flou et vague ce terme de puissance mentale, qu'est-ce que tu entends par préparation mentale et puissance mentale exactement? Pourquoi on en a besoin, par exemple, dans des domaines comme la police ou dans les sphères que tu as côtoyées, toi? Oui, alors je te dirais que finalement, je me rends compte, plus j'avance et plus je me rends compte que tout le monde en a besoin en réalité. Parce que, on va distinguer déjà le coaching de la préparation mentale. Ouais. D'accord ? Donc, le coaching en soi, c'est quoi ? C'est cette capacité, cette compétence que l'on développe à accompagner une personne, à prendre du recul par rapport à elle-même pour qu'elle puisse voir un petit peu ses ressources, ses forces, ses qualités, mais aussi les points qu'elle peut améliorer. Donc, ça, c'est toute la partie coaching finalement. Et la partie préparation mentale, c'est apprendre à une personne des habiletés mentales qui vont lui permettre de s'adapter à n'importe quelle situation. D'accord ? Le but n'est pas de changer la situation, mais le but, c'est de changer son état d'esprit, ses émotions, ses comportements, et finalement de s'adapter à la situation qu'elle rencontre. Donc, c'est pour ça que, alors effectivement, moi, la chance que j'ai eue d'être assez longtemps dans la police, c'est que personnellement, mais aussi les gens que j'ai pu accompagner, ils ont pu tester dans des situations vraiment compliquées tous les outils de préparation mentale que moi, je leur ai proposés. Donc, autant dire que quand tu es capable d'utiliser des techniques, des stratégies pour te motiver, pour gérer sur ton mental, pour aller interpeller, par exemple, des gens qui ont commis des délits ou des crimes, autant dire que quand tu dois gérer une relation conflictuelle, c'est plus facile, tu vois. Enfin, c'est largement applicable. Donc là, il y a le coaching, d'un côté, il y a la préparation mentale. Et nous, la puissance mentale, la méthode puissance mentale, c'est les deux qui sont associés. C'est à la fois le coaching et la préparation mentale, d'où le nom coaching mental. Et en fait, la puissance mentale, c'est un concept que j'ai développé
qui permet finalement de connecter son mental, donc son mental, c'est-à-dire ce que l'on veut, nos aspirations, nos rêves, tu vois, c'est vraiment ce que l'on a envie, à notre puissance intérieure. Un petit peu comme si cette puissance intérieure, c'était c'était notre moteur, tu vois, ce qui nous pousse à. C'est pour ça que parfois, on ne sait pas pourquoi, mais on ne se sent pas bien, mais c'est plus fort que nous. On est en colère, on dit des choses, on ne sait pas pourquoi, mais c'est plus fort que nous. Et inversement, parfois, on fait des choses extraordinaires et on ne sait pas pourquoi, mais c'est plus fort que nous. Tu vois, donc tout ça, c'est notre puissance intérieure, finalement, qui est aussi beaucoup dirigée par notre inconscient, eh bien, qui nous pousse à faire des choses. Et l'objectif de la puissance mentale, donc, c'est de connecter sa puissance intérieure avec son mental, d'où puissance mentale. Et ça ne se résume pas à la puissance du mental. Parce que la puissance du mental, ça serait uniquement au niveau de son mental. Tu vois, donc, finalement, quand les personnes, pour résumer, lorsque les personnes, on les accompagne, on leur apprend à connecter volontairement leur puissance mentale, eh bien, ils sont en mesure de mettre en place des actions qui pensaient auparavant impossibles. Ouais, mais d'ailleurs, oui, c'est un combo parfait, coaching et la puissance mentale, puisque on peut pas, je pense, hein, selon moi, tu me diras si j'ai raison ou pas, mais on peut pas mettre en chose des places, des habiletés mentales, comme tu l'as dit, si on ne sait pas déjà où mettre le doigt, si on n'a pas une conscience et une connaissance de soi déjà, où on est allé explorer un petit peu c'est quoi qui va bloquer et sur quoi il faut que j'agisse justement pour mettre en place ces techniques de puissance mentale. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, aujourd'hui, le gros manque que j'ai pu observer chez beaucoup de coachs qui sont formés uniquement, par exemple, en life coaching, qui est c'est très intéressant, le life coaching, c'est très efficace aussi, mais il y a un manque qui est de proposer des solutions. Parce que pendant des années, on a dit un coach ne doit pas donner des solutions. Effectivement, il y a une différence entre donner des solutions et en proposer. Là, nous, avec la préparation mentale, on propose des solutions aux personnes. Par exemple, c'est très simple. Quand tu vas voir un coach physique, un coach de sport, c'est lui qui te propose des outils que tu testes sur toi, tu lui donnes un feedback et en fonction de ça, il l'ajuste et il l'améliore pour que tu sois au mieux, que tu puisses vraiment l'utiliser au mieux, que ça soit ajusté à ta propre personne. Là, c'est la même chose. La personne manque de confiance en elle, eh bien, on va lui apprendre, on va lui enseigner des techniques qui vont lui permettre d'augmenter cette confiance en elle. Tu vois. Donc, on a à la fois la personne dans sa globalité, avec, comme tu disais, avec ses freins, ses motivations, ses blocages. Et là, avec ça, on lui propose différents outils très structurés qui lui permettent d'aller de l'avant et vraiment d'atteindre ses objectifs et des objectifs qui sont, j'aime le définir, comme ambitieux. C'est-à-dire que voilà, ça nous challenge un peu. L'objectif ambitieux, c'est quoi? C'est quand ça nous challenge, on est excité d'y aller, mais on a un petit peu de peur, mais tu vois, c'est entre les deux et on avance, tu vois. Parce que s'il n'est pas ambitieux, si on se dit non, mais ça va, tranquille, ça va. Là, on se dit, est-ce qu'on ne pourrait pas justement monter un petit peu plus la barre? Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a à définir avec la personne qu'on accompagne. Ouais, non, mais je comprends. Ouais, moi, ça me parle parce que c'est aussi un peu mon approche, même beaucoup. J'aime bien aider les gens à mettre de la conscience sur ce qui les bloque, ce qui va les freiner, mais aussi à trouver des solutions pour qu'ils expérimentent et après ajuster, calibrer en fonction d'eux, de leurs besoins, etc. Donc, c'est bien d'avoir cette conscience, c'est le premier pas, mais aussi après d'avoir un passage à l'action pour justement atteindre des objectifs qu'on s'est fixés. Oui, c'est absolument ça. C'est-à-dire qu'au départ, un petit peu comme si une personne venait te voir, t'es mécanicien, par exemple, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas. Tu es mécanicien ou mécanicienne d'ailleurs, et une personne vient te voir avec une voiture, avant de lui dire, bah, tiens, il faut faire une vidange, changer les pneus, on va déjà faire l'état des lieux, on va regarder ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, comment, ce qu'il y a besoin de faire, parce que parfois, il y a des choses où il n'y a pas besoin d'aller voir. Par exemple, quand on accompagne une personne qui souhaite atteindre un objectif et qui, par exemple, a vécu un traumatisme, est-ce que c'est nécessaire de régler ce traumatisme avant? Pas forcément, ça dépend. Il y a des gens pour qui ils n'ont pas envie d'aller régler ce traumatisme parce qu'ils savent qu'ils l'ont, ils savent qu'ils ont juste envie de le mettre de côté. Et ça, c'est OK. Tu vois, c'est pas. Et parfois, j'ai déjà vu des personnes qui s'entêtaient en tant que coach d'aller régler un traumatisme alors que la personne ne l'a même pas demandé. Tu vois. Donc ça, c'est très important aussi à prendre en considération. Et on peut très bien vivre, en tout cas, on peut vivre
avec des traumatismes. D'ailleurs, une psychologue qui intervient dans l'académie nous avait donné un chiffre que je n'ai plus en tête, mais qui était incroyable en disant que faudrait que je retrouve d'ailleurs le pourcentage, mais le nombre de personnes qui ont vécu des traumatismes est énorme en réalité. Donc on peut très bien avancer même en ayant quelques casseroles, j'ai envie de dire. Bien sûr, bien sûr. Et puis pour moi, par exemple, en tant que dans le coaching, c'est plus, dans mon approche en tout cas, se focaliser sur le présent. Et comme tu l'as dit, faire un état des lieux, ça c'est vraiment le mot que j'utilise au départ. Se responsabiliser, comprendre la responsabilité individuelle et aussi faire un état des lieux de sa vie actuelle avant de pouvoir avoir une vision pour le futur. Il faut déjà savoir où on en est. Et puis quand il y a eu des traumatismes, effectivement, on n'est pas obligé d'aller les approfondir. Et puis c'est pas vraiment non plus, en tout cas dans ma vision, mon job de passer en revue tout ça parce que ça appartient au passé, ça va plus être pour moi de travail de psychologue parce que coach, c'est différent de psychologue également. Et il y a souvent cet amalgame entre les deux. Oui, et c'est très important ce que tu soulèves là, Lolita, c'est-à-dire que ce qui est important pour un coach, c'est de comprendre déjà son champ de compétences. D'accord. On ne peut pas aider toutes les personnes, on ne peut pas aider toutes les personnes sur tous les domaines. Et dès qu'on détecte que ce n'est plus notre domaine de compétence, eh bien là, orienter la personne vers un domaine, vers une personne spécialisée. C'est pour ça que dès que la personne détecte, par exemple, qu'il y a un traumatisme, et le coach a à se demander est-ce que c'est de mon domaine de compétence ou non. Rien n'empêche, en parallèle, de travailler avec un psychologue. Il nous arrive fréquemment d'avoir des personnes qui sont suivies par un psychologue, un psychiatre, et puis nous, en parallèle, on travaille sur le présent et le futur. Donc, c'est aussi tout à fait faisable. Il n'y a pas, d'empêchement en disant non, c'est tout. On coupe tout lien avec la personne. Non, ça n'empêche pas de travailler facilement en parallèle. Exactement. Pour revenir un peu sur ton parcours, parce que c'est hyper intéressant au niveau mindset, déjà, tu étais quand même dans je pense que tu avais un poste agréable, sécure, on va dire, tu étais là-dedans depuis plusieurs années. Je pense que tu prenais aussi du plaisir dans la préparation mentale. Ça t'a pas fait peur de faire le grand saut et de te dire, cette fois-là, je vais me mettre à mon compte et je vais utiliser tout ce que j'ai accumulé de mes expériences sur ces dernières années pour créer mon programme, mon académie, etc. Comment ça t'est venu l'idée et puis comment ça s'est passé dans ta tête en fait? Ça a été un gros bordel. Non, je plaisante. Mais en fait, la réalité, c'est que tout ne s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai adoré les 15 ans passés dans la police. J'ai rencontré des personnes formidables, vraiment. Ça m'a permis d'augmenter aussi tout mon bagage d'expérience, de tests et tout ça. Et j'ai acquis beaucoup de choses finalement. Et à un moment donné, je sentais justement que j'avais envie d'autre chose. Tu vois, j'étais dans ce confort de vie, j'avais un salaire d'à peu près 2 500 € net par mois, j'avais des horaires qui étaient ultra confortables, je travaillais en école de police, j'étais à l'école des cadres de la police nationale, donc j'étais en contact avec des officiers, des commissaires, des gardiens de la paix, avec des gens qui étaient dans les services spécialisés, enfin, j'avais vraiment beaucoup de… Enfin, c'était vraiment le job qui pourrait, pour certains policiers, être le job de rêve, tu vois, parce que tu as un statut. En plus, moi, je travaille dans la préparation mentale. Donc, et puis, en plus, j'étais spécialisé en maniement des armes, en sport, en technique d'intervention, en secourisme, enfin, plein de choses qui sont plutôt fun, tu vois. Mais à un moment donné, je sentais que la flamme qui m'avait animé au début de cette fonction commençait à diminuer tranquillement. Et je me suis dit, comment je me vois dans 5, 10, 15, 20 ans? Et la réalité, c'est que je ne me voyais plus là. Et je me suis dit, j'ai le choix. Soit je reste dans ce confort-là, qui au final ne sera pas forcément confortable, mais que je connais en tout cas, avec un salaire garanti à vie. Ou alors, je mets en place des choses tranquillement pour pouvoir switcher, faire une transition vers quelque chose qui m'anime profondément. Et donc là, je me suis formé, j'ai intégré beaucoup de choses pour pouvoir partir dans le monde de l'entrepreneuriat, parce que quand tu sors de 15 ans de fonction publique, autant te dire qu'il y a plein de notions. C'est comme si on me parlait chinois, quoi. Tu vois, je ne comprenais pas. Donc là, encore une fois, c'est une histoire de mindset. Quand tu ne sais pas, soit tu te dis « Oh là là, c'est compliqué pour moi, j'y arriverai jamais », ou soit tu te dis « Comment je peux faire pour en savoir plus ?» Donc là, la solution que j'ai eue, moi, tu vois,
c'est que je suis allé voir des entrepreneurs, j'ai discuté avec eux, j'ai dit qu'est-ce que je devrais faire selon toi, qu'est-ce que je devrais mettre en place dès maintenant. Je suis même allé voir des gens que tu connais très bien, Paul Pironnet, qui est maintenant un ami. J'ai dit, OK, Paulo, toi maintenant qui es dans la formation depuis des années, quelle erreur tu as faite dans le passé que sur lesquelles je devrais être vigilant, tu vois, pour pas les commettre en réalité. Et dès que tu as un mindset comme ça, un état d'esprit de croissance qui te dit OK, comment je peux trouver des solutions, où est-ce que je dois chercher, et eh bien les choses avancent. Tu me posais la question, est-ce que j'ai eu des doutes, des peurs? J'en ai eu des centaines, centaines. Je me suis posé plein de fois la question, est-ce que je fais le bon choix? Et j'ai jamais eu la réponse, tu vois. J'ai jamais eu la réponse, et parce que justement le bon choix, tu sais au fur et à mesure si c'est le bon ou pas quand tu avances. Là, aujourd'hui, après plusieurs années où j'ai quitté la police, maintenant, je te dis oui, j'ai fait le bon choix. Et je sais très bien que même si j'avais l'opportunité, je ne retournerais jamais dans la police. Parce que je suis passé à autre chose, en fait. Mais si tu cherches à avoir toutes les réponses à tes questions pour te lancer, tu ne te lances jamais. C'est vrai. Ça, c'est une certitude. Tous les gens que j'accompagne et qui me disent « Oui, mais j'aimerais bien savoir. » OK, marche, vois ce qui se passe, adapte-toi. Tu vois, tu peux pas anticiper des choses où tu n'as pas la maîtrise, en fait. A contrario, ce qui est important, c'est de savoir sur quoi, toi, tu peux avoir le pouvoir. Moi, j'avais le pouvoir sur quoi? Sur me former, sur évoluer, grandir, m'intéresser, augmenter ma curiosité. Tu vois, je vais te donner quelque chose de très simple. J'avais, de mon domicile à l'école de police, j'avais à peu près 40 minutes de trajet en voiture. Donc, 40 allées, 40 retours. On était à peu près sur 1h30 de transport. Là, je me suis dit, attends, si je souhaite quitter la fonction publique d'ici 1 an, comment je peux optimiser cette heure et demie-là? J'ai écouté des dizaines et des dizaines de conférences. Certaines même, je les ai écoutées plusieurs fois. Je m'arrêtais, je prenais des notes, je reprenais la route. Tu vois, et toujours dans cet état d'esprit où j'optimisais mon temps. Et il y a des fois aussi où je faisais rien, mais je n'étais pas une journée sans mettre une action en place. Tu vois, parce que j'avais cette vision, j'avais cet objectif, et que chaque jour, je mettais en place des actions. Et ça, c'est pareil dans tous les domaines. Quand j'étais dans le sport, dans le sport dans le sport de haut niveau, où j'ai eu plusieurs titres mondiaux dans un sport de force. Et quand on me voit, moi je fais 74 kilos, 1m77, je suis loin d'être un Golgoth, un Hercule, tu vois. J'ai un physique complètement banal, j'ai envie de dire. Je n'ai pas un physique non plus de fitness, mais je me suis dit comment je peux faire pour augmenter ma force, comment je peux faire pour accéder à des championnats du monde, à des records mondiaux. Et là, j'ai regardé où est-ce que je voulais aller. Et après, je me suis entraîné pour ça, un pas à la fois, tu vois. Et pareil, quand je me préparais pour des compétitions où je devais soulever 32 kilos pendant une demi-heure, je ne soulevais pas 32 kilos tous les jours. Je soulevais parfois 16 kilos, parfois 20, parfois 18, parfois 24, parfois 16, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les entrepreneurs, parce qu'un entrepreneur, c'est équivalent un peu… Moi, je compare souvent à un sportif de haut niveau. Un entrepreneur qui décide de faire tant de chiffre d'affaires, un entrepreneur qui se dit « je veux atteindre tel niveau de business ». OK, qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui pour devenir l'entrepreneur que tu souhaites dans X temps? Et y aller pas après pas. Et pas vouloir… J'ai beaucoup de personnes, moi, qui me disent ouais, « j'aimerais bien impacter 10 000 personnes ». OK, c'est génial, c'est bien, c'est ambitieux, c'est chouette. Comment tu fais pour impacter déjà une personne? Et après 2, et après 3, et après 4, 5, etc. Et un pas à la fois. Ce que j'aime partager, c'est que pour réussir, pour atteindre des choses qui sont importantes pour soi, il y a 1, le focus. Sur quoi tu mets le focus? 2, il faut être courageux. D'accord? Parce qu'il faut mettre en place des choses. 3, être persévérant. Ne jamais rien lâcher. Et derrière la persévérance, c'est surtout écouter, parce que je différencie vraiment la persévérance de l'acharnement. La persévérance, c'est j'avance, j'écoute les feedbacks, je recalibre, j'avance. J'écoute les feedbacks, je recalibre, j'avance, etc., etc. L'acharnement, c'est avancer tête baissée vers un objectif, se prendre un mur,
on avance, on se prend deux murs, j'avance, etc., sans tirer aucune leçon de ce qui se passe. Donc, tu vois, c'est aussi tout ça, cette démarche de construction. Et moi, quand j'étais dans la police, c'était la même chose. Je me suis dit, OK, moi, mon ambition, je vais te le dire, Lolita, il y a ça X années, je disais, un jour, je ferai partie des références en termes de coaching mental au niveau de la francophonie mondiale. Okay. Je disais ça à des gens m'ont dit, mais Geoffrey, puissance mentale, déjà, ton truc, ça ne veut rien dire. Je fais, tu dis ce que tu veux, mais moi, je suis accroché à mes rêves. Et là, tous ceux qui m'encourageaient, je les prenais avec moi. Tous ceux qui tentaient soit de me désorienter de ma cible, soit de m'aspirer dans des schémas un peu négatifs, je disais, OK, c'est cool, c'est votre façon de voir, moi j'ai la mienne, j'avance. Attention, parfois on a des points de vue qui peuvent paraître négatifs, mais il est aussi important de les prendre en considération parce que derrière ça, il y a des pépites en fait. C'est vrai. Et donc, j'ai fait mon mix et j'ai avancé. Et aujourd'hui, tu vois, on a une académie de puissance mentale. On forme des gens à travers le monde. On a des gens qui viennent du Canada, Suisse, Belgique, France, Afrique, Nouvelle-Zélande, qui viennent de partout, en fait. Tu vois. Donc, finalement, je crois que j'ai bien fait. Carrément. C'est super inspirant tout ça. Mais est-ce que, par exemple, quand tu t'es lancé et que tu as voulu monter ton académie, tu t'es dit à un moment donné, est-ce que tu as eu envie d'abandonner ? Et si oui, comment tu as fait justement pour reprendre ta trajectoire et justement ne pas laisser tomber ? En fait, il y a trois choses qui peuvent qui peuvent t'inciter à changer de focus. D'accord ? Quand tu t'es fixé un objectif, il y a trois choses principales. La première, c'est la peur. Tu es tellement mort de peur que tu dis « Ah non, c'est pas fait pour moi » et hop, tu changes de voie. D'accord ? La deuxième, c'est le plaisir. Ça paraît bizarre, mais le plaisir, c'est dire « Ouais, écoute, changer la police, changer de job, au final, je suis pas mal ici. Puis regarde, on s'amuse bien. Puis tiens, on va faire une fête avec les copains, etc. » Moi, combien de fois j'ai été sollicité pendant que j'étais en train de préparer de mettre noir sur blanc ma méthode, des collègues qui étaient bien intentionnés. Ils me disaient « Tiens, Geoffrey, on va faire un peu de sport. Tiens, Geoffrey, on a un apéro de prévu, tu viens ?» Je dis « Non, les gars, c'est super gentil, mais là, je reste focus parce que dans 6 mois, je suis parti et pour moi, c'est important de finaliser ce que je suis en train de finaliser. » Tu vois, donc la peur, l'envie, enfin le plaisir. Et la troisième chose, c'est les autres. Quand je dis les autres, c'est les personnes qui peuvent te dire que ce que tu fais, c'est pas bien. Les personnes qui peuvent te dire que c'est bien, mais peut-être qu'il y a une autre voie possible. Tu vois. Donc, là, c'est important de rester, toi, connecté à ce qui est important. Donc, quand tu as tes doutes, quand tu as tes peurs comme ça, te poser, prendre du recul et te demander si c'est toujours aussi important pour toi que d'aller dans cette direction-là. Et se mettre toujours au cœur du processus. Tu vois, enlever les contraintes, enlever son environnement et dire « OK, c'est ma vie. » D'accord ? Si je ne veux pas terminer comme cette fameuse étude que tu connais certainement de Bronnie Ware, cette infirmière australienne qui a montré que… Les 5 regrets, là, oui, j'aime beaucoup. Voilà, les 5 regrets des personnes en fin de vie, qui avait fait cette étude en montrant que 95%, c'est pas rien, 95%, quasiment tout le monde, avait ce regret de mener une vie qui finalement ne leur correspondait pas. Donc, si tu n'as pas envie d'être comme ça, prends du recul, pose-toi la question, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue à avancer vers une direction qui peut-être, je n'ai pas toutes les clés pour atteindre cet objectif, enfin toutes les clés, pas toutes les réponses à mes questions, mais j'avance, ou est-ce que je reste dans ce confort qui au final n'est peut-être pas si confortable que ça, mais que je connais. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Il y a par rapport, il y a une décision à prendre. Et quand je dis qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision, c'est surtout quelle décision j'ai envie de prendre maintenant. Parce que dans le futur, c'est facile de dire si j'avais su, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû. Oui, mais aujourd'hui, avec ton niveau de conscience que tu as, avec les connaissances que tu as, avec toutes les données que tu as en main, qu'est-ce que tu peux faire ? Qu'est-ce que tu peux décider ? Et une fois que tu as pris une décision, fonce, avance. Ouais. Très pertinent. Merci. Du coup, est-ce que tu as des rituels? Est-ce que tu as une journée type est-ce que tu as des ancrages au cours de ta journée qui vont te permettre justement de garder ce focus et d'entretenir ce mindset-là? Parce que c'est un travail de tous les jours, j'imagine. Donc, comment est-ce que toi, c'est quoi tes petits trucs dans ton quotidien pour justement garder cet état d'esprit-là de toujours avancer et d'évoluer? Tu veux que je te dévoile mes secrets, en fait, c'est ça? Oui, voilà. OK. Alors, tu sais, c'est assez rigolo parce que beaucoup aiment avoir, comme tu dis, des rituels, mais en disant à telle heure je fais ça, à telle heure je fais ça.
Et moi, j'ai un côté un peu rebelle. Pourtant, j'ai été flic pendant 15 ans, mais j'aime beaucoup être libre. Donc, il y a par contre quelque chose que j'ai développé et qui maintenant, pour moi, fait partie intégrante de ma vie, c'est de m'observer et de savoir ce dont j'ai besoin à n'importe quel moment de la journée. Et en fonction de ces besoins, eh bien, je viens y répondre. Par exemple, je sais que pendant un temps, j'avais fait des méditations tous les matins. Et puis à un moment, ça m'avait gonflé parce que j'en avais pas envie, j'en avais pas besoin. Par contre, à 10 heures du matin, enfin à 10 heures, enfin quand je dis le matin, c'est-à-dire dès le lever, tu vois. Il y a des choses que voilà, je m'étais imposé, mais au final, je me rends compte que ça ne me correspond pas. Et en observant comme ça et en me demandant, tiens, là, de quoi j'ai besoin, je sais quoi mettre en place. Par exemple, avant notre entretien, une demi-heure avant, j'étais sur le travail d'un nouveau programme. Je me suis dit, OK, là, pour être au top du top avec Lolita, j'ai besoin d'être en énergie. Comment je suis là? J'avais un peu la tête farcie, tu vois, parce que j'avais bossé pas mal de temps sur ce programme-là. Je me suis dit, OK, eh bien là, j'ai besoin de quoi? De prendre un peu l'air, de me déconnecter. Donc, je suis allé dehors, je suis allé avec mon chien, je me suis promené, tu vois, j'ai discuté un peu avec mon gamin, etc. Donc, voilà, de quoi j'ai besoin. Maintenant, ça, c'est ce qui se passe à 90% du temps, c'est-à-dire que je m'observe. Le 10%, je me rends compte que quand même, j'ai des rituels qui sont en place. C'est-à-dire que tous les jours, j'aime m'activer. M'activer, ça peut être soit faire une séance de sport, soit aller me promener en nature. Mais j'ai besoin de bouger, en fait. Parce que même si j'ai été dans le sport pendant longtemps, j'ai aussi ce besoin. Et puis, fondamentalement, je pense que pour être bien dans sa tête, il faut être bien dans son corps. Ouais. Donc déjà, ça pour moi, c'est essentiel. 1, je m'active tous les jours. 2, j'apprends ou je me forme tous les jours. Mais j'aime pas me dire, je vais me lever. Par exemple, il y en a certains qui pratiquent le Miracle Morning, qui est une méthode parmi tant d'autres. Mais moi, si tu me fais lever à 4 heures du matin, mais je suis mort en fait. Parce que ça. Et d'ailleurs, certains l'ont fait, mais c'est même risqué à qui ça n'est pas adapté parce que tu casses en plein un rythme du sommeil. Et là, du coup, tu cumules de la dette en sommeil. Donc, c'est tout sauf une bonne chose, tu vois. C'est contre-productif au final, oui. Voilà, c'est contre-productif. C'est important d'adapter finalement des rituels à soi-même. Donc, 1, moi, j'aime bien avoir de l'activité. 2, me former. Donc, ça va peut-être être écouter une capsule pendant 20 minutes, 1 heure, lire, tu vois, mais toujours me former. Parce que pour moi, c'est vraiment, ça fait partie de mon hygiène de vie, en fait. Le rituel que j'ai, c'est passer des moments d'ultra qualité avec ma famille, parce que pour moi, la famille, c'est quelque chose de très important. Ça fait plus de 20 ans que je suis avec ma femme. J'ai des grands-enfants, des grands-enfants entre les deux. J'ai 10 qui ont 10 ans et 13 ans. Mais voilà, pour moi, je me dis, stop, arrête le job, va les voir, partage avec eux comment s'est passée la journée, tout ça. Pour moi, ça fait partie de ma journée idéale. Et j'aime bien aussi avoir un temps où je ne fais rien. Mais vraiment, je suis à regarder le feu, aller en forêt, me poser et rien faire, en fait. Donc, c'est finalement une sorte de méditation. Et donc, oui, la méditation, j'en fais je ne vais pas dire tous les jours, mais à chaque instant. Parce que dès que je sens que mon esprit divague, je reviens là. Tu vois, donc c'est quelque chose qui est vraiment ancré. Et tu vois, par rapport à ces rituels, ce qui est important, c'est de tester déjà par rapport à soi. Et ensuite, de se dire, est-ce que c'est vraiment adapté à moi par rapport, en fait, parce que les rituels, c'est intéressant pour devenir une personne qu'on souhaite devenir. Si je souhaite devenir sportif, une personne qui fait du sport, c'est important que j'ai un rituel où, dans ma journée ou dans tous les 2 jours, je mette une activité sportive. Si j'ai envie d'être une personne qui lise des livres et tout ça, c'est important pour moi de mettre… Voilà. C'est important de savoir qui on veut devenir et en fonction de qui tu veux devenir, mets des rituels en place et après, ce sera… Tu vois, un autre rituel que je ne t'ai pas partagé, mais que je vais te dire maintenant, c'est tous les jours, je prends minimum une demi-heure pour écrire mon livre. Parce que je suis en train d'écrire un livre. Donc, tu vois, c'est quelque chose. Et parfois, je n'ai pas l'envie, je sens que je ne suis pas connecté, je ne suis pas dans le flow. Ce n'est pas grave, je le fais le lendemain. Ok. Voilà. Donc voilà, en gros, des rituels très simples. Être à son écoute et puis trouver un équilibre entre le faire et l'être, savoir aussi prendre des temps de pause pour justement avoir des sas de décompression. Parce quand on est passionné comme ça, comme tu l'es, et qu'on a toujours la créativité au maximum, plein d'idées, justement, c'est difficile des fois d'appuyer sur pause et justement de se laisser, pas se laisser vivre, parce qu'on vit aussi quand on est dans sa passion, mais je veux dire de souffler un peu et de pas toujours être dans il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça et avoir une liste à rallonge.
Oui, c'est ça. Donc, comme tu l'as souligné, c'est le faire pour l'être. Tu vois, quand moi, je fais une balade en forêt, c'est pour être connecté à la nature. Quand je parle avec mes enfants, c'est pour être connecté à eux. Tu vois, et je ne fais pas parce que je ne check pas des livres, Bien sûr. je remplis pas des cases, quoi, tu vois, en disant c'est bon, check, c'est bon, j'ai parlé à mes enfants, check, j'ai fait la balade. Non, c'est parce que derrière, il y a cette notion de vraiment de connexion. Et tu vois, par rapport aux gens qui sont passionnés, comme toi, comme d'autres, ce qui est important, et comme moi évidemment, j'aime augmenter mon niveau de frustration. Je t'explique. Intéressant. Ouais, parce que je suis tellement passionné que moi, je suis capable, et en plus, j'ai cette capacité j'ai une grosse capacité de travail. Moi, je peux travailler 15 jours non-stop, de 8h à 18h. C'est dans mes cordes, tu vois. C'est possible. Mais alors quand je dis c'est possible de le faire, mais par contre, le niveau n'est peut-être pas au top du top, parce qu'après, je reste un humain. Quand je te dis développer ma frustration, ça veut dire que je m'impose des coupures de telle heure à telle heure, de tel jour à tel jour. Et que dès que j'ai envie d'aller travailler, je fais non, là, c'est la pause. Comme ça, ce niveau de frustration augmente pour te dire qu'en fait, dès que je repars travailler, j'ai une énergie qui est au top du top. Un peu comme si tu avais envie d'un morceau de chocolat. Si tu en manges un, deux, trois, après, bah, tu en as plein, t'en deviens écœuré. Bah là, c'est la même chose. Tu as un bout de chocolat, si tu es fan de chocolat, tu as un bout de chocolat devant toi. Tu dis non, non, je le prendrai tout à l'heure. Oh, j'aimerais bien le prendre. Non, tout à l'heure. Et là, quand tu le prends, tu le savoures, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est la même chose. C'est important en tant qu'entrepreneur ou même sportif ou peu importe, de créer aussi cette frustration pour pouvoir. Alors, attention, hein, quand on reprend l'activité ou autre, ne pas non plus faire n'importe quoi et rester dans de la qualité et pas juste dans allez, je crée. Non, qu'est-ce que je mets en place de façon qualitative. C'est vrai, c'est juste, ça c'est à tester. Je vais ajouter un peu plus de frustration, je pense, ça va m'aider. Travaille ta frustration, Lolita, tu vas voir, et tu nous diras. Est-ce que tu as eu un moment déclic dans ton parcours, justement, quand tu as switché pour te dire, ben là, tu t'es observé, tu t'es dit, je fais ça depuis tant d'années, je trouve plus vraiment de sens, ou en tout cas, j'y prends plus autant de plaisir qu'avant. Je décide de me lancer à mon compte avec toutes les formations que tu as fait, tout ce que tu t'es instruit pour justement y aller de façon raisonnée. Est-ce qu'il y a eu un moment déclic ou ça s'est fait naturellement? Le vrai moment déclic, en fait, parce que j'ai toujours eu je me suis toujours dit aussi, j'évoluerai. C'est-à-dire que quand tu es dans la fonction publique, tu as un salaire qui est déterminé par une grille tarifaire, tu as des fonctions qui sont déterminées par une hiérarchie, etc. Donc tout ça a ses raisons d'être, hein, mais qui, moi, je savais au fond de moi que ça ne me conviendrait pas toute ma vie, quoi. Le déclic, en réalité, le vrai switch, je l'ai eu à la suite d'une discussion avec Betty, donc avec ma femme. Elle me dit, tu sais, Geoffrey, si tu restes à la fois dans la police et à la fois dans ton académie, tu ne pourras jamais être à 100% dans ton académie. Et là, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, mais bon sang, c'est d'une évidence. Mais qu'est-ce que je fais avec ça, en fait? Et là, parce que pendant plus d'un an, je me suis dit, oui, un jour, je changerai. Donc, j'apprenais, je me formais, je mettais en place des choses. Je proposais des stages dans le privé, tu vois, sous couvert d'une association. Donc, j'étais bénévole, mais peu importe, tu vois, j'augmentais toujours ma pratique. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais en fait, si je ne prends pas la décision, si je n'acte pas que je vais partir à tel moment, ça va repousser, et je ne changerai jamais de vie, en fait. Donc, elle m'a dit ça. Autant dire que quand elle m'a dit ça, en me regardant droit dans les yeux, c'est comme un boxeur qui prend un gros uppercut au foie et j'étais un peu sonné, quoi. Et c'est tout. Donc, je me souviens, c'était suite d'ailleurs à un séminaire de développement personnel. On était dans les transports quand elle m'a dit ça. Et c'est tout. La soirée se passe. Et là, je me réveille à 4 heures du matin. Comme un hibou. Et là, je me dis, c'est aujourd'hui. Ah oui. C'est le grand jour. Ok. C'est le grand jour. Tu vois, je me suis dit, je vais attendre combien de temps? Alors moi, j'ai eu cette chance, certains diront que c'est de la malchance, moi je considère que c'est une chance, d'avoir vu tellement de situations basculer en étant policier. J'ai vu des morts, j'en ai vu des dizaines et des dizaines, dans des circonstances inimaginables.
Donc, j'ai conscience que la vie peut basculer du jour au lendemain très rapidement et ça touche tout le monde. Personne n'est protégé par rapport à ça. Alors ça, beaucoup de monde le sait, mais la question, c'est est-ce qu'ils en ont conscience? Et moi, autant dire que j'en ai conscience. Et là, je me suis dit, attends, Jo, si tu continues comme ça, tu vas être tranquillement sur ton petit chemin et ton académie, ça restera une association qui, certes, te plaît, mais ça ne sera pas ce que tu t'es imaginé d'être au niveau international, d'aider un maximum de monde, d'être en connexion avec les gens à travers le monde. Donc là, à 4 heures du matin, j'ai dit, OK, c'est aujourd'hui que j'annonce officiellement à mes collègues que je quitte la police dans… Alors, j'ai annoncé ça, c'était au mois de septembre de mémoire. Et je suis parti au mois de mars. Ok. Tu vois. Donc, en gros, un gros 6 mois, je sais quand, j'ai en tête 6 mois, tu vois. 6 mois avant, je leur ai dit, dans 6 mois, je pars. Ok. Tu vois. Ouais. Et j'ai acté ça. Donc, quand tu t'engages déjà vis-à-vis de toi-même, je me suis engagé aussi vis-à-vis de ma femme. D'ailleurs, à ce moment-là, quand on était rentré du séminaire de développement personnel, il y a ma mère et mon beau-père qui étaient là pour garder mes enfants. Donc, tu vois, le matin, je me suis levé, je leur ai annoncé ça. J'ai dit, hop, c'est aujourd'hui, je quitte la police. Ma mère me dit, ah bon? Je fais, ouais, c'est aujourd'hui, c'est sûr. Enfin, j'annonce tout, en fait. Bêtise, pareil, je lui ai dit, donc bon, ça lui semblait comme une évidence, mais en tout cas, voilà, c'était acté. Et quand je suis arrivé dans la police, j'ai annoncé et ça a fait une sorte d'engagement, tu vois. Et c'est ça qui est important. 1, fixer une date. 2, s'engager. Un peu comme quand les gens font du sport et qui s'engagent sur Facebook en disant, je pars courir. Mine de rien, il y a un engagement derrière. Et cet engagement-là, il est extrêmement puissant parce qu'il te booste, il te motive, il te met un peu une pression, mine de rien. Et ça te permet aussi d'aller de l'avant. Tu vois, donc, pour répondre à ta question, l'élément déclencheur, ça a été ça. Ouais. Mais c'est un travail qui a duré, qui s'est échelonné sur pas mal de temps. Et tous ceux qui souhaitent comme ça faire une transition professionnelle, moi, je les invite à pas, sauf s'il y a vraiment leur sécurité personnelle qui est en jeu, mais de pas partir du jour au lendemain sur l'émotionnel, en fait. Ouais. Parce que le risque, si tu claques la porte du jour au lendemain, le risque, eh bien, c'est après, tu te retrouves face à une situation auquel que tu n'avais pas prévu et tu te retrouves à faire des choix qui, au final, se font sous la peur et non pas des choix qui sont raisonnés. Tout à fait, ouais. Donc, super, merci beaucoup. J'ai encore quelques petites questions. Une dernière par rapport à la puissance mentale. Ce serait quoi ton unique conseil pour tous ceux qui aimeraient justement faire un pas vers leur puissance mentale? Ce serait quoi la première chose à faire? Alors, pour un peu avoir un switch dans son mindset et se mettre sur une voie d'évolution. Ouais. La première chose, c'est de prendre sa responsabilité en disant, OK, est-ce que j'ai vraiment envie de changer? Parce que sans prise de responsabilité, ça va être difficile de changer, en fait. D'accord? S'il n'y a pas cette volonté. D'où l'importance, quand on a face à nous quelqu'un qui te pose des questions, lui demander, est-ce que tu veux vraiment que je te réponde et est-ce que tu es prêt à changer, quoi? Tu vois? Parce que c'est d'ailleurs un des 2 critères, savoir si une personne est coachable. 1, est-ce qu'elle est prête à mettre des actions en place? Et 2, est-ce qu'elle a envie, cette volonté de changer en apprenant de nouvelles choses? Donc, la première chose, c'est de prendre sa responsabilité. De 2, de s'observer. Juste de prendre du recul par rapport à soi-même en se disant, OK, où est-ce que j'en suis maintenant? Où est-ce que je veux aller dans 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Et se poser la question en conscience, en se donnant aucune limite, d'accord? Parce que si tu commences à te mettre des limites alors que tu n'as même pas commencé à rêver, ça n'a aucun intérêt. Les limites, elles viendront par la suite. Mais déjà ça. Ensuite, ce qui est important, c'est, nous, la puissance mentale, ça repose sur 3 connexions. La première, c'est de se connecter déjà à soi-même. Donc déjà, qui je suis, comment je fonctionne, qu'est-ce que je veux. 2, de se connecter à un environnement qui soit valorisant pour soi. D'accord? Donc, faire le point aussi, observer aussi l'environnement que l'on a. Et 3, après, une fois qu'on est connecté à soi et à un environnement qui soit boostant et valorisant, eh bien, se connecter à ses rêves et à ses projets. D'accord? Et finalement, tout ça, ça va te permettre quoi? Ça va te permettre de connecter ce mental à cette puissance intérieure parce que tu as envie de, et ton mental va te permettre de donner cette direction. D'accord? Et donc, en fait, un principe qui est simple quand on s'observe, c'est dès que l'on est
un peu hors zone. Quand je dis hors zone, c'est hors zone de maîtrise. La zone de maîtrise, c'est la zone où on est bien, où on a des comportements. Alors bien, ça ne veut pas dire 50 pulsations minutes. Hein, on peut être à 180, mais on peut se sentir bien. Tu vois. Ouais. C'est aussi cette zone où on a des pensées qui sont adaptées, des émotions qui sont adaptées, nos actions, notre parole, notre discours, etc. Nos réactions sont adaptées. Donc là, on est en zone de maîtrise. Par contre, quand on est en zone critique, soit haute ou soit basse, ça veut dire qu'on est dans de la colère. Quand on est en zone critique haute, on est dans de l'énervement, on est dans toutes ces énergies qui ne sont pas forcément adaptées. Et quand on est en zone critique basse, eh bien, on est plutôt dans de la tristesse, dans du dégoût, dans toutes ces énergies négatives. Et on a donc des comportements qui ne sont pas forcément adaptés. Donc, quand on s'observe, se poser la question, est-ce que je suis en zone de maîtrise ou non? Si on n'est pas en zone de maîtrise, c'est qu'à un moment donné, soit le pilier 1, donc la connexion à soi-même, elle fait défaut, soit la connexion 2, elle fait défaut, c'est-à-dire avec l'environnement, soit la connexion 3 par rapport à ses projets, ses ambitions. Parce que des fois, quand tu es dans une réunion ou dans un… peu importe, avec des personnes, et là, tu sens que tu es énervé, que tu n'es pas à ta place, tu dis, OK, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi qui ne suis pas… Est-ce que c'est par rapport à moi, par rapport aux autres, par rapport au projet d'être ici qui ne me convient pas? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois. Donc là, ça aussi, ça permet finalement d'avoir une analyse qui soit plutôt claire de sa propre situation. Ouais, super. Super intéressant. Merci beaucoup, Geoffrey, pour ces tips très précieux, très riches d'enseignements. Merci. 3 petites dernières choses. Est-ce que tu as, j'imagine que oui, est-ce que tu as un mentor en particulier, quelqu'un qui t'inspire vraiment et qui te rebooste? Alors, j'en ai plusieurs, mais tu sais, quand j'ai une personne qui m'inspire, je vais donner des noms après parce que je pense que c'est ce que tu veux. j'ai des personnes qui m'inspirent. Et encore une fois, quand des personnes m'inspirent, donc des mentors, il n'y a pas forcément la personne dans sa globalité. Il y a certains profils de sa personnalité qui m'inspirent, certaines, là où la personne est qui m'inspire. Et ça c'est pour ça que j'ai plusieurs mentors. Les 2 principaux, notamment en termes de business et développement personnel que tu connais, c'est 1, Paulo Pironet, et 2, Martin Latulippe, qui sont pour moi des gens qui m'inspirent vraiment. Mais après, j'ai des mentors qui vont te paraître peut-être bizarres, mais allez, j'ose en parler. Moi, il y a des gens comme Rocky Balboa, comme Charlie Gall. Oui, j'ai vu que tu avais partagé une vidéo d'ailleurs très inspirante aussi de Rocky, et du coup, je me suis dit, c'est peut-être aussi une de ces figures inspirantes. Ouais, c'est ça en fait. Alors évidemment, c'est un personnage, hein, c'est une personne qui n'existe pas, enfin, c'est un film. Mais en tout cas, j'aime cette idée où je me dis parfois, tiens, si j'étais à la place, parce que Charlie Gall, c'est pareil, c'est le gars très rural, hein, mais avec un esprit de famille incroyable, courageux et travailleur, tout ça, pour moi, c'est des valeurs importantes. Et je me dis, tiens, qu'est-ce que j'apprécie chez lui? Si s'il était à ma place, qu'est-ce qu'il ferait, tu vois? Et parfois, donc, c'est important pour moi d'avoir des personnes qui m'inspirent. Après, j'en ai plein d'autres. Et parfois, j'ai aussi des personnes qui m'inspirent du quotidien, des personnes du quotidien. C'est-à-dire, je peux être très bien inspiré par une personne que je rencontre, avec qui je discute. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Et à chaque fois que je vois une personne, ce n'est pas juste une personne. Je me dis, la personne qui est en face de moi, elle a des années d'expérience. En quoi son parcours pourrait m'aider? Tu vois, donc c'est pour ça que j'aime aussi questionner les gens sur leur parcours de vie, les challenges qu'ils ont surmontés, etc. Parce qu'ils ont forcément surmonté des choses et ils en ont tiré des leçons. Et moi, ça peut m'aider. Tu vois, donc je suis vraiment très curieux par rapport à ça. Donc voilà, par rapport aux mentors. Et puis là, c'est des mentors que je t'ai donnés par rapport au business et au développement personnel. Et j'ai d'autres mentors dans le sport. Enfin, voilà. Et après, les prénoms sont imprononçables vu que c'est des Russes. Merci en tout cas. Est-ce que tu as un livre qui t'a marqué dans ton parcours? Un livre que tu aimerais recommander, qui t'a vraiment parlé? J'en ai lu tellement. Tu vois, c'est rigolo, tu me poses la question et là, je regarde mes livres et je tombe sur un livre, là, c'est La Voix de l'inconscient. C'est un livre d'Emmanuel Combes, c'est sur la street hypnose, en fait. C'est l'hypnose de rue. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a passionné, de comprendre comment on pouvait on pouvait proposer à des personnes des séances d'hypnose qui soient… on leur fait vivre des expériences de dingue grâce à des suggestions hypnotiques. Et moi, ça m'a fasciné. Quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit, il faut forcément que je me forme à ça et il faut que je teste tout ça. Et donc, j'ai lu le bouquin, je me suis formé
et j'ai testé des séances d'hypnose sur des centaines et des centaines de personnes. C'est-à-dire que Ok. j'allais dans la rue à Paris avec un groupe. On proposait dans la rue, tu vois, un peu comme un saltimbanque. Ouais. Les gens ne savaient pas à cette époque-là que j'étais policier, mais tu vois, on proposait des. Ça aurait été un peu bizarre, je pense, pour les personnes de savoir ça. Mais en tout cas, je leur proposais des séances d'hypnose complètement ludiques, mais ils repartaient avec des moments où ils pouvaient se détendre, des ancrages aussi, des hallucinations, enfin bref, des choses qui. Et moi, ça m'a fasciné. Et, tu vois, donc, c'est c'est un livre parmi tant d'autres. Ouais. Après, tout dépend du domaine, mais il y a des classiques, c'est comme le moment présent d'Edgar Tolle, il y a comment se faire des amis avec Dale Carnegie. Enfin, tout ça, c'est des classiques, mais derrière, il y a énormément de choses à en retirer, quoi. Ouais, Donc, beaucoup de valeur. Je connaissais pas du tout la street hypnose ni ce livre, donc je me le note pour moi-même et je le partagerai aussi dans les notes du ouais. podcast pour ceux que ça intéresse. Et dernière chose, est-ce que tu as un mantra ou une citation ou une phrase que tu aimes bien te rappeler qui te rebooste quand tu vois que tu es un petit peu en manque de motivation ou d'entrain, d'énergie? Alors, il y a une phrase que je me suis toujours dite, et ça depuis que je suis gamin: si certains y arrivent, pourquoi pas moi? Donc, tu vois, quand je voyais des gens arriver à des business de fous, et je me dis, mais attends, si eux y arrivent, pourquoi pas moi? Ouais. Pareil, des gens, avoir une académie où ils avaient cette chance de former des gens à travers le monde, s'ils y arrivent, pourquoi pas moi? Et quand tu pars de cet état d'esprit-là, eh bien, autant te dire que toutes les portes s'ouvrent. Mm. Parce que si tu te dis, oui, mais c'était facile pour eux. Non, moi je considère que tous ceux qui arrivent, ça n'a jamais été facile pour eux. Et parce que de se fier au résultat final, un petit peu comme si on voyait la médaille autour du cou d'un champion olympique, derrière, il y a tout le processus qui a mené à cette médaille. Mm. Donc c'est pareil pour les entrepreneurs, c'est pareil pour n'importe qui, les formateurs ou tout ça. Donc, s'ils y arrivent, pourquoi pas moi? Et dès que j'y arrive pas, c'est crois en toi, quoi. Excellent. Ouais, Crois en toi. bien. Merci beaucoup. Avant de se quitter, est-ce que tu veux nous parler un peu plus, pour ceux que ça intéresse, l'académie que tu as lancée, donc Ma Puissance Mentale? Il me semble que c'est pas ouvert toute l'année, c'est ça? Il y a des dates d'ouverture de ton académie. Comment ça se passe un peu pour ceux qui aimeraient voir ce que tu fais? Où est-ce qu'on se rend pour te suivre, etc. Alors, nous, sur les formations de coach, il y a une ouverture en janvier et une autre ouverture, enfin un début de formation en janvier, de janvier à fin juin, et de septembre à fin février. D'accord? Donc, les inscriptions sont possibles toute l'année, mais on a des périodes, on va dire, de Ah ouais. lancement. On a des périodes de lancement où c'est courant mai et courant novembre. Mhm. Mais les gens qui souhaitent s'inscrire peuvent aller sur le site www.mapuissancementale.com. Il y a les programmes qui sont dessus, et là, il y a possibilité de se préinscrire en fait, Ok. pour réserver sa place, parce que les places sont limitées. Mhm. Et parce que nous, ce qui est important, c'est d'offrir bien du contenu de qualité, évidemment, et une supervision de qualité, c'est-à-dire qu'il y a moi, il y a des superviseurs qui sont là, des master coachs qui sont là, et c'est pour ça qu'on fait des petits groupes. Et le but, c'est que au-delà de l'intégration de techniques, d'outils et de la stratégie puissance mentale, c'est aussi une transformation personnelle. Tu vois, le slogan, j'ai envie de dire, de cette formation, c'est transformer votre vie et celle des autres en devenant coach mental. Mhm. Voilà. Ok. Bah, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière petite chose que tu aimerais rajouter aux auditeurs et auditrices, ou on a fait le tour? On a déjà donné Oui. pas mal de pistes, mais vraiment, pour les personnes qui déjà ont écouté qui nous ont écoutés jusqu'au bout, c'est que déjà, il y a un certain intérêt pour le fait de se développer personnellement. Donc, moi, je vous invite vraiment à mettre tout en place, à vous former de quelque manière que ce soit. Et pour les gens qui n'ont pas d'argent et qui se disent, mais c'est compliqué pour moi, déjà sur YouTube, il y a beaucoup de ressources, des livres, 15 € un livre, ou même des éditions poche, ça vaut beaucoup moins cher. Et il y a déjà beaucoup de pépites dedans. Et rien que d'appliquer, tu prends un livre, tu le lis, tu appliques déjà, ta vie, elle change. Donc, autant dire que C'est vrai. avant de se lancer des fois dans des formations à plusieurs milliers d'euros, mais le plus important, c'est de se dire qu'on n'a qu'une vie, d'en profiter pleinement, pas faire n'importe quoi, mais en tout cas d'en profiter pleinement et de mettre toutes les chances de son côté pour que justement, à la fin de sa vie, on ne fasse pas partie de ces 95% qui se disent
si j'avais su. Merci infiniment parce que l'épisode est hyper riche. Tu nous as donné énormément de pistes. Merci pour ta générosité. Je tiens à préciser aussi que Geoffrey, moi, je t'avais retrouvé sur Facebook un peu par hasard quand je cherchais justement des vidéos de mindset. Et après, le hasard ou pas, parce que je ne crois pas trop au hasard, a fait que j'ai suivi la formation en PNL de Paul Pironnet. Tu faisais partie des coachs. Et j'ai eu la chance de te choisir pour une session coaching. Et à chaque fois que je suis à ton contact, j'ai toujours une énergie après de ouf, en fait. Tu vois, un peu avant dans ma journée, là, c'était pas top, j'étais pas trop dans des ups, j'étais plutôt dans des downs. Et je me suis dit, je suis sûre que ça va me rebooster de voir Geoffrey, d'échanger avec lui et carrément quand je suis dans une énergie de ouf. Donc, merci beaucoup pour la personne que tu es, pour ta générosité, pour voilà, tout ce que tu dégages. C'est super précieux. Merci beaucoup, Lita. Merci beaucoup pour ce feedback, en tout cas. Et puis merci aussi pour tout ce que tu mets en place, parce que ça aide des dizaines et des dizaines de personnes. Donc, bravo à toi, en tout cas. Merci, Geoffrey. Et puis, bonne continuation à toi et merci d'avoir été là. Merci. À bientôt.